Je m'appelle Dan Wilkins. Je vais relater les terrifiants événements qui se sont déroulés à Robtown, Idaho. Je ne sais pas si je survivrai une semaine de plus, un jour, une heure. Donc je poste ça sur le net en espérant que le net survivra un peu plus longtemps et qu'il y aura encore des humains pour lire ces mots. Je suis affalé sur mon transat, c'est le 28 août, jour de mon anniversaire. Le soleil est bien rond dans le ciel sans nuages. Mon chien, Nino, un American Staff croisé avec un boxer, n'arrête pas d'aboyer. Au début, je me dis qu'il a vu une taupe ou quelque chose dans le genre, mais il commence à creuser la terre. « Nino, qu'est-ce que tu fais ? Nino, viens ici !» Mais mon chien ne paraît plus m'écouter. Il creuse avec acharnement. Je lève les yeux au ciel. Mon premier jour dans ma nouvelle maison ne peut-il pas se passer normalement ? Que je dis en direction du ciel. J'avais pris l'habitude de m'adresser directement à Dieu depuis quelques années. Et il faut dire que ça m'avait plutôt bien réussi, puisque j'avais fait assez d'argent avec mes articles de presse pour me payer cette petite maison de pierre en périphérie de la ville, dans un quartier résidentiel des plus tranquilles. Et j'ai aussi hérité de mes parents, décédés prématurément. « Bon, Nino, ça suffit là, maintenant tu viens !» Je siffle mon chien, mais il creuse toujours plus. Alors je me décide à aller voir. J'ai un mauvais pressentiment en me levant. Des gouttes de stress s'ajoutent à la sueur de mon front. De toute manière, il fait trop chaud pour rester dehors. À 1 mètre de Nino, je me fige. Je devine un objet solide dans la terre remuée. Je prends Nino par le col, pas évident de le faire décrocher, mais le fait que je m'en occupe le rassure. Je suis à genoux et j'écarte la terre timidement, comme un archéologue qui vient de tomber sur un os de dinosaure. Je tâte l'objet. C'est une pierre et je devine déjà un angle. Je me redresse, l'adrénaline gagne mes avant-bras et ma mâchoire. J'ai des fourmis dans le haut du crâne. Je repense soudain à mes lectures de jeunesse, Jules Verne entre autres. Bon, on dirait qu'on a une fouille à faire, Nino. Il me regarde m'éloigner vers l'abri de jardin où j'entrepose mes outils. Oh, il fallait bien que ces outils servent un jour ou l'autre. Je prends une gorgée d'eau au robinet qui sert à arroser les plantes et j'ouvre la porte en bois à moitié pourrie. Autant il fait chaud en été, autant les pluies peuvent être torrentielles par ici. C'est pour ça que le bois est pourri. Je mets mon grand chapeau de paille, mes gants, puis je prends un seau dans lequel je mets une petite bêche, une mini-pelle et un grattoir. Je suis content de les utiliser, parce que ça fait ringard tous ces outils immaculés avec leurs étiquettes. Nino fixe l'objet enterré, le gratte de sa patte malhabile, puis jette un regard hagard. Mon chien n'a pas précisément l'air intelligent, mais il obéit plutôt bien, c'est l'essentiel. Et la suite des événements a prouvé qu'il avait un instinct protecteur des plus développés. Mais je m'avance, je parlerai de sa mort plus tard. Pour l'heure, je suis à 4 pattes et je fais de mon mieux pour extraire l'objet. Le problème, c'est que je me rends vite compte que ce n'est pas un simple objet. On dirait plutôt un grand coffre de pierre. Vient un moment où je suis étourdi par l'effort et le soleil, mais aussi par l'inscription à moitié effacée. Il y a un arbre gravé à même le flanc. Mais pour le reste des inscriptions, je suis incapable de déchiffrer quoi que ce soit. C'est à ce moment que je pense à Nadia Elvitch. Elle tient un magasin d'antiquités et de livres anciens. C'est un véritable puits de science, une polyglotte, mon amie, et accessoirement la femme que je convoite dans le secret depuis pas mal d'années. Oui, parce qu'en plus d'être une intelligence vive, Nadia a aussi ses charmes. Des hanches larges, des lèvres pulpeuses, des cheveux d'un noir éclatant, et des cils longs qui rendent le mascara inutile. Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme à Robtown qui ne la connaisse pas. Mon voisin, par exemple, un certain Derek Patton, allait même jusqu'à s'inventer une passion pour les vieux livres juste pour aller lui faire la causette. Ce radin de première ne lui a jamais rien acheté. Je reparlerai de lui et du pauvre rôle qu'il ait eu à jouer dans toute cette histoire. Disons pour l'heure que Nadia était le genre de fille que tout le monde voulait, mais qui n'avait pas le cœur à ça. Je ne lui ai connu aucun amant. Et je ne l'ai jamais entendu parler d'un ex. Elle s'est jamais plainte d'être seule, d'ailleurs. Je me demande encore à ce jour si elle a seulement une libido. Je lui ai dit maintes fois qu'elle pouvait lever un peu la tête des livres et laisser entrer un homme dans sa vie. Mais elle m'a toujours répondu « Pourquoi faire ?» Et je n'ai jamais vraiment su quoi répondre. Un jour, elle m'a même dit qu'elle n'avait pas envie, mais alors pas envie du tout d'élever un enfant. C'est vrai que les hommes par chez nous ne sont pas des lumières, ni même des êtres particulièrement charismatiques et indépendants. Ils veulent juste des enfants. Pour être tout à fait objectif,
Je pense même à ce stade que ce bled paumé mérite tout à fait la désolation qui s'est abattue sur lui. J'appelle donc Nadia, qui ne se fait pas prier pour me rejoindre. Là, dans le jardin, elle s'avance avec son déhanché qui me fait toujours le même effet dans le bas du ventre. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes amis. Qu'est-ce que t'en penses ? Elle ne me répond pas tout de suite, puis relève la tête. Le regard dans le vide, elle semble encaisser l'émotion. Ce que j'en pense, finit-elle par dire, j'en pense qu'on a du boulot. Elle se relève et va chercher le gros matos dans la cabane. Et arrête de mater mon cul, Dan. Ça devient chiant. J'avoue que je regarde un peu trop son shorty. L'été, ça m'en met toujours plein la vue. Je déglutis et je reste comme un con, les mains sur les hanches, à regarder cet objet de pierre. Qu'est-ce que c'est, selon toi ? Un tombeau. Tu veux dire une tombe ? Oui. Du peu que je vois, il y a des inscriptions funéraires. C'est du grec ancien. C'est vraiment incroyable. Quoi ? Comment tu fais pour savoir autant de choses ? Je lis. Non mais moi aussi je lis, mais des magazines, donc ça ne sert à rien. Elle rigole et me lance une pelle. Ce qui est incroyable, c'est ce qu'il y a là-dessous. Ramène-nous de l'eau et mets-toi à creuser. Je m'exécute. Quand je reviens, je vois qu'elle a planté un parasol pour nous faire un peu d'ombre. Nino nous regarde depuis sa niche, la langue pendante. Il a les yeux plissés et ce sourire niais que j'adore. 1 heure passe et on commence à voir l'essentiel de la chose. C'est bien un tombeau de 2 mètres de long et 1 mètre de large environ. Pour la profondeur, faut attendre. On a encore pas mal à creuser. On dégouline de sueur. On devrait faire une pause, non ? Oui, dit-elle tout en prenant quelques photos du flanc. Tu dois retourner au magasin ? Tu rigoles ? Je ne retourne pas au magasin tant qu'on n'a pas fait un examen exhaustif de cette tombe. Oui, c'est idiot. Je comprends que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais tu crois qu'on devrait appeler la police ou quelque chose comme ça ? La police ? Pour qu'ils nous privent du plaisir de la fouille ? Ah, sois pas bête. C'est juste que j'aimerais bien récupérer ma pelouse. Sur ces mots, elle me regarde les sourcils bien hauts, puis elle est prise d'un rire nerveux et s'esclaffe. Elle en a presque les larmes aux yeux et je comprends que j'ai dit une connerie. Ouais, c'est bon, je sais, je suis ringard. Pas aventurier pour dessous, blabla. Elle continue de rire. Combien de fois m'avait-elle dit que j'étais comme la fourmi, près de ses sous et obsédé par la sécurité. Sécurité financière, placement immobilier, retraite par capitalisation. C'est vrai que j'étais devenu un mec assez chiant. Je me rappelle qu'étant enfant, j'étais une vraie pile électrique, toujours prêt à aller par-delà la colline, juste pour voir ce qu'il y avait. Je crois que j'ai cessé d'être comme ça à la mort de mes parents. Ils ont fait de l'aquaplaning et ont fini dans un fossé. La voiture est partie en tonneau. C'est con de mourir comme ça. Je crois que j'ai de la tristesse coincée dans le torse depuis, de l'asthme. Je n'ai pas vraiment pu faire mon deuil. Et c'est peut-être pour ça que je suis resté seul. On avait ça en commun avec Nadia. Je crois qu'on s'aime beaucoup, elle et moi. Notre amitié s'est faite naturellement, comme les vraies amitiés, avec le temps, comme une belle plante qui pousse à son rythme. Allons nous reposer quelques minutes à l'intérieur. J'acquiesce de la tête et me relève péniblement. « Oh, vous êtes en plein chantier, ce que je vois !» dit alors une voix que je connais trop bien. Je me retourne, c'est Derrick, derrière son grillage, sa tête entre 2 haies. J'ai envie de lui dire de retourner à son barbecue et d'écluser des bières devant un match de baseball. Mais Nadia me devance et dit « C'est une propriété privée, monsieur, et vous n'êtes pas censé nous épier. »« Oh là, Nadia, vous fâchez pas. Je voulais juste faire la causette. » Et sans rien ajouter, Nadia me prend par le bras et nous nous éloignons. Derrick est le genre de mec à devenir plus con et plus beauf avec le temps, comme un vin qui vieillit mal et devient vinaigre. Ça m'a toujours fasciné qu'un homme puisse régresser comme ça. Je m'étais toujours moi-même imaginé devenir un vieux sage, souriant et content de son sort. Si Derrick m'était si désagréable, c'est peut-être parce qu'il me faisait un effet miroir. Au fond, j'espère ne pas devenir comme lui. C'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. Derrick n'a de toute manière pas eu le temps d'atteindre l'âge mûr. À l'intérieur, je sers une limonade fraîche à Nadia. J'y ai mis de la menthe et du sucre roux avec un peu de grenadine, une tuerie. On reste assis sur le sofa sans rien dire. Je sais qu'elle réfléchit à notre découverte, tandis que je réfléchis à rien.
si ce n'est peut-être aux conséquences de cette découverte. On fait quoi maintenant? On se pose et on reprend ensuite. On va en profiter pendant qu'il fait jour. Tu crois qu'on pourrait déplacer la chose dans le garage? Pourquoi? Tu veux retrouver ta belle pelouse? Bah ouais, mais j'aimerais aussi éviter d'attirer les regards, tu vois. Elle regarde en direction du grillage. Ce con de Derrick est toujours là à scruter la fosse. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Mais pour déplacer la tombe, il nous faut une grue. En fait, ce n'est pas nécessaire de la déplacer. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as de quoi éclairer, on peut travailler de nuit. On fera ce qu'on a à faire et seulement après on préviendra les archéologues de Boise. Cette découverte leur revient. Elle ira au musée. Et pourquoi on ne les prévient pas tout de suite? Parce qu'on se priverait du plaisir de la découverte, je te l'ai dit. Mais on risque de s'attirer des problèmes, je sais pas moi, c'est peut-être illégal. On va payer une amende ou même aller en tôle. Dan, calme-toi un peu. Tout va bien. Y a rien, tout va bien. Elle a le don de me calmer. Il suffit qu'elle pose sa main sur moi. Sur ma cuisse en l'occurrence. Je peux sentir son aura me gagner. Cette fille est un bijou, je vous le dis. Si elle devenait ma femme, adieu les insomnies. 3 gratouilles dans les cheveux et je m'endors pour ne plus me réveiller. Allez, on y retourne. Je la suis et on creuse jusqu'à la tombée de la nuit. On est obligé d'y aller doucement. La pierre est si vieille, m'explique Nadia, qu'elle s'effrite. Elle prend des photos régulièrement. Et puis il faut faire des pauses. Vous trouverez ça idiot, mais j'en suis arrivé à la conviction que l'humain n'est pas fait pour creuser. Réflexion très profonde, sans mauvais jeu de mots. T'as des spots lumineux? Me dit-elle sans grande conviction. Ah bah oui, bien entendu. J'ai toujours 2 ou 3 spots de côté, au cas où l'envie me prenne de creuser en pleine nuit. Fallait que je tente. Ce sera avec nos portables dans ce cas. Il nous faut un pied de biche ou quelque chose pour faire levier. Je vais dans la réserve à outils, et par un heureux hasard, mon père avait un pied de biche dans la caisse à outils rouge toute rouillée. Il y avait aussi un énorme tournevis. Jusqu'alors, je n'avais jamais prêté attention à cet attirail. C'est fou comme notre vue peut être sélective. Je reviens auprès de Nadia et un frisson me parcourt tout le corps. C'est peut-être pas une bonne idée d'ouvrir le tombeau. Dis pas n'importe quoi. S'il y a quelqu'un dedans, il ou elle est morte depuis longtemps. Et comment tu peux en être sûr? J'en suis pas sûr, j'y crois, c'est tout. J'ai trouvé la formule excellente. Et encore une fois, Nadia faisait preuve d'audace, et moi je restais ce mec frileux. Mais pas pour longtemps. Tu m'expliqueras la signification de ces symboles, hein? Oui. Mais si je le fais tout de suite, tu vas uriner dans ton pantalon. Je la regarde, l'air niais. Les derniers rayons de soleil disparaissent derrière la canopée au loin. Je plaisante, Dan. Chill your balls, man, chill your balls. Ça aussi, c'était typique de Nadia. Une blague qui n'en est pas vraiment une, puis cette expression que j'ai entendue 1000 fois. Chill your balls, man. On allume les lampes torches de nos smartphones et on les plante à demi dans le talus. On voit tout juste assez pour savoir ce qu'on fait. Elle prend le pied de biche et le pose dans l'interstice qui sépare le couvercle du flanc de pierre. Quand je commence à soulever, tu insères le tournevis de ton côté. Je hoche la tête et j'attends, concentré. Elle soulève le couvercle et un courant d'air s'en échappe. L'odeur contraste avec l'air chaud, mais elle n'est pas désagréable. C'est comme une odeur de poussière et de renfermé, mais c'est pas outre mesure désagréable. Je fais ma part du boulot et on pousse le couvercle qui n'est pas aussi lourd que ce que je pensais. On s'y prend à 3 fois pour ouvrir suffisamment le tombeau. Le voilà ouvert aux 2 tiers. Nadia prend son portable et se penche au-dessus de l'ouverture béante. Je m'attends à voir surgir un monstre ou qu'elle soit engloutie par je ne sais quelle créature. Mais rien. Elle n'a même pas sourcillé. Je prends mon portable et je me penche à mon tour pour voir. Je devine des os. Je dirige la lampe vers la gauche et un squelette apparaît. Je pousse un petit cri d'effroi. Le crâne est difforme, allongé à l'arrière. Du calme, Dan, du calme. C'est mort depuis des lustres. T'aurais pu me prévenir. Dans un tombeau, on trouve généralement un squelette. Tu le sauras pour la prochaine fois. T'as vu la forme de son crâne? Oui, c'est intriguant.
Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est ces objets funéraires tout autour. Et le livre qu'elle tient dans les bras. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire un inventaire. Va nous chercher des sacs sous vide. Pour une fois, ta collection va servir. Je suis trop content de m'éloigner. Je peine à remonter le long du talus de pierre. J'ai la nausée. Ninou me regarde depuis le salon. Il sent que quelque chose ne va pas. Alors il vient me lécher la main. Ça va, mon Nino, t'inquiète, j'ai juste un peu chaud. Je vais me servir un grand verre d'eau et je fais une pause, les mains posées sur le plan de travail de la cuisine. Quand je repense à ça, je me dis que c'était encore la belle vie. Que j'avais encore chez moi et mon chien que j'aimais tant. Je me sers un verre de Coca-Cola. Ma mère m'en donnait à chaque fois que j'avais mal au ventre ou que je me sentais pas très bien. Ce qui est arrivé assez souvent quand j'avais un examen de maths ou la veille d'un départ en voyage. C'est assez agaçant ce genre de stress, je dois dire. Mais bon, faut être gentil avec soi-même. Je reviens avec tous mes sacs sous vide. Nadia a commencé à étaler des objets dans l'herbe. Commence à les emballer, s'il te plaît. Un objet par sac. Ah bah c'est super, tu viens de dire s'il te plaît. Je dois en conclure que t'es de bonne humeur. Pas trop vite, Dan. Pas trop vite. Je serai contente quand on aura fini le boulot. Parfois je me dis que tu vis dans un film d'action ou un roman d'aventure. Elle ne répond pas. Beaucoup trop absorbée qu'elle est à extraire les objets. Elle me tend une amulette que je crois être en or. Un bijou vert a été incrusté au centre. Tu crois qu'une malédiction va s'abattre sur nous? J'ai lu ça dans un livre sur les pilleurs de tombes. Parfois je me dis que tu vis dans un roman d'aventure, Dan. Ah putain, t'es con. Bon, qu'est-ce que ça représente quoi, ça? J'éclaire un point de la stèle avec mon portable. Ça représente l'univers. Et cette boule que tu vois, c'est un corps céleste. Une planète, peut-être un météore. On continue en silence, jusqu'à ce que tous les objets soient mis sous plastique. Je vais maintenant extraire le livre, ok? C'est le plus délicat des objets, alors on y va doucement. Elle entre complètement dans le tombeau et se tient au-dessus du squelette. Je n'aime pas ça du tout. Éclaire un peu ici, tu veux? Je suis bien obligé de me rapprocher et d'éclairer les bras en croix. Elle écarte doucement la main droite. Les os résistent un peu, comme si le mort continuait d'exercer sa volonté sur le livre. Puis l'ossature craque, et elle déplace complètement le bras sur le côté. Elle saisit la main gauche, mais elle se détache de l'avant-bras. « Oups !» dit-elle amusée. « Désolée, madame. Comment tu sais que c'est une dame ?» C'est écrit sur la stèle. Ici repose la clairvoyante Helena, mère des mystères et prophète du météore. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Sois patient. Je vais de toute manière décrypter le contenu du livre et on en saura plus. Mais là, tu me stresses. T'es un mec stressant, Dan. Je comprends toujours pas pourquoi on est amis. Nadia avait le don de dire ce qu'elle pensait, sans filtre. Et parfois c'était chiant, faut le dire. On est potes parce que je suis un mec attachant, voilà. Bien vu, mais t'es aussi un mec chiant. Éclaire par ici, s'il te plaît. Oui, mon général. Elle écarte le bras gauche, et ce qui ressemble à un grimoire s'en trouve libéré. Elle le prend délicatement. La couverture est robuste, mais on peut déjà voir que les pages ont été rongées par la pourriture. Tu veux un sac? Non, on va le poser sur la table du salon et l'étudier tout de suite. Tiens, je te le passe, sois très prudent. Elle me tend le livre. Je pose le smartphone à terre et le prends à pleine main. Je sens tout son poids, celui du livre et des âges. Ça pèse, et je reste transi comme un imbécile. Eh bien, va dans le salon. Reste pas planté là. Je tourne lentement sur moi-même et je m'avance vers Nino qui nous regarde assis sur ses deux pattes arrière. Soudain, il entend quelque chose et aboie en direction des haies. Il court vers le grillage et se met en rogne. J'entends quelqu'un s'éloigner de l'autre côté. Sans doute Derrick qui n'a pu s'empêcher de nous espionner. Ce mec n'a vraiment pas de vie. Je rentre par la baie vitrée entr'ouverte et pose délicatement le livre sur l'un des sets de table. La lumière est douce à l'intérieur et je me dis que c'est parfait pour le livre. Étrangement, je le vois comme un être vivant et non pas comme un objet inerte. Nadia entre, plein de terre et de sueur. Elle fait des marques sur mon carrelage et même sur un coin du tapis. Je ne dis rien, même si j'en ai très envie. Serre-nous à boire, la nuit va être longue. Je ramène 2 verres et une grande carafe. Pose-les sur la commode. On prend pas de risque de verser de l'eau sur le papier.
Le livre est fermé à l'aide d'une cordelette en cuir. Elle la déroule soigneusement. Fallait la voir, avec ses cheveux en bataille, son décolleté plein de sueur et de terre, les deux yeux grands ouverts et complètement absorbés par la découverte. Je commence aussi à oublier mes soucis mondains. La curiosité s'empare de moi et c'est un vrai sentiment jouissif que je n'ai pas connu depuis très longtemps. Elle relève le buste et me regarde droit dans les yeux tout en inspirant fort par les narines. « Viens t'asseoir près de moi. » J'y vais et je la regarde faire. Elle désactive le flash de son téléphone puis ouvre le livre très lentement. La première page est pleine de taches de moisissure, mais on peut encore lire les lettres grecques. « La prophétie du météore », dit-elle tout en prenant plusieurs photos qui vont directement sur son cloud. Par Helena de Kissamos, fille d'Hélios. Nadia fronce les sourcils. Déjà ça cloche. Si ça date de l'Antiquité, comment un tombeau grec se retrouve-t-il dans l'Idaho ? Je sais pas, le livre va sans doute nous dire pourquoi, dis-je, empreint d'une certitude qui m'étonne moi-même. Elle tourne la page et tout un ensemble de lettres apparaît. Certaines ne sont plus lisibles, mais l'essentiel du texte est bien préservé. Elle me traduit en direct. En 2023, de l'ère du Verseau, un météore pas plus gros qu'une maisonnette viendra frapper la Terre par-delà l'océan. Elle fait une pause et prend des notes sur son calepin. Depuis que je la connais, Nadia a toujours un calepin sur elle. À force de la voir écrire, j'ai moi-même aussi commencé à écrire dans un calepin. Des affirmations que je crois m'avoir aidé à surmonter la mort de mes parents. Elle prend des photos, puis poursuit la lecture. « T'as bien lu 2023, t'es sûr ?» Elle relit et confirme. « Oui, c'est bien ce qu'il y a écrit. » Je n'aime pas ça du tout. Écoute, si tu veux être un bon archéologue, ou du moins un bon assistant, je te demanderai de garder ce genre de remarques. Et de manière générale, n'attends pas que ça se déroule comme tu veux. Oui, merci bien. J'en sais quelque chose. Je te rappelle que mes parents sont morts quand j'étais encore à l'université. Excuse-moi, Dan, je suis un peu nerveuse, c'est tout. Je veux juste dire qu'on est là pour déchiffrer, sans préjugés. Je trouve aussi ça surprenant qu'il y ait écrit 2023, mais c'est bien ce qu'il y a écrit. Elle sort ses lunettes de lecture et les pose sur son nez fin. J'avais envie de l'embrasser à cet instant. Ça me prenait encore, alors que c'était clair que nous étions amis. Le météore est un véhicule. Il porte en lui les germes d'une nouvelle espèce invasive, invisible, inodore. Elle gagnera le corps des hommes et s'emparera de leur jugement. C'est ainsi que le cycle de l'homme et du libre arbitre prendra fin et qu'une nouvelle espèce dominante verra le jour. On reste silencieux un bon moment après ça. Et pour rompre le silence pesant, je dis « C'est pas très sympa comme déclaration. Désolé, je suis pas un bon assistant. » Excuse reçue. C'est une prophétie. Rien ne dit que ça aura lieu. Elle parle d'une invasion extraterrestre, c'est bien ça ? Oui, par l'entremise d'un météore. Poursuivons. Nadia tourne la page et lit. « Je serai enterré là où l'impact doit avoir lieu. Celui qui trouvera mon tombeau saura. » Oh, une minute. Tu peux répéter ça ? Je serai enterré là où l'impact aura lieu. Je sens la nausée me gagner à nouveau. J'ai un goût de vomi dans la bouche. Va prendre un verre d'eau et détache-toi du texte. De toute manière, si un météore doit percuter la région, l'observatoire de Boise en sait quelque chose. Sa tentative pour me rassurer fonctionne en partie. J'avais quelque chose auquel me raccrocher. Continue la lecture, s'il te plaît. Elle remet ses lunettes en place et poursuit. L'invasion aura lieu le 30e jour du mois le plus chaud. Elle marque une pause pour être sûre d'avoir bien lu. Je m'attends à la voir rire et dire « Mais non, gros bêtasson, c'est une blague. » Mais non. L'impact sera dévastateur, mais ce ne sera rien comparé à ce qui s'ensuivra. Elle se tait à nouveau. Et
Le reste est illisible. Le papier commence même à s'abîmer à vue d'œil. Je vais en lire le plus possible et faire des photos, d'accord? Je te raconterai ensuite ce que j'ai lu. Va t'allonger en attendant. T'as le teint blême. Je ne me suis pas fait prier et je suis allé dans le canapé. J'ai pris de la valériane en cachet pour me calmer. Nino est venu me lécher la main avant de s'assoupir à mes pieds. Ah, il me manque terriblement. Mon cerveau n'arrivait pas à intégrer l'information. Ça semblait être une énorme farce. Je veux dire que si ne serait-ce qu'1% de ce qui était écrit dans ce livre était vrai, j'étais en passe d'avoir la vie la plus merdique de tous les temps. Le simple fait d'avoir une foutue tombe dans mon jardin était déjà intolérable. Harassé, j'ai fini par m'endormir profondément. Je me réveille à l'aube. J'ai dormi comme un tronc mort. Je frotte mes yeux. Nino dort toujours à mes pieds. Nadia, elle, est toujours attablée. Mais elle a sa tête dans ses bras croisés. Elle a dû étudier le manuscrit jusqu'à ce que la fatigue l'emporte. Je vais péniblement vers la machine à café. J'ai rêvé d'une maison en bord de lac. Rien ne se passait vraiment dans mon rêve, et je crois que c'est précisément ce que mon inconscient réclamait, de la tranquillité. Je regarde sur ma gauche à travers la baie vitrée. On dirait qu'une taupe géante a creusé en plein milieu de mon jardin. Je pense au squelette, mais le café d'abord. Du lait d'avoine dans ton café? Oui, merci. T'as fait d'autres découvertes intéressantes? Elle garde le silence. Je me retourne. Ses yeux sont rouges, avec des cernes profondes. Oula, je vois que tu y as passé la nuit. Et sans se faire prier, elle m'explique qu'il faut que je fasse ma valise, que je dois m'installer chez elle. Sa maison se trouve dans la forêt, en périphérie de Ropetown, là où les montagnes commencent. Elle m'explique que le livre mentionne d'autres prophéties qui se sont avérées être vraies, des cataclysmes, des tsunamis ou encore des éruptions volcaniques. Écoute, ça ne coûte rien que tu viennes chez moi un temps, ok? Parce que si ce qui est écrit est vrai, un météore va frapper ta maison. Quand elle me dit ça, j'ai des acouphènes et mon cœur s'emballe. En parlant de cœur, du reste, le livre explique que son auteur a reçu une greffe de cœur et que c'est ainsi qu'elle aurait eu le don de clairvoyance et la possibilité de lire l'avenir. Une greffe de cœur à cette époque, c'est déjà trop. Nadia me dit que si c'est vrai, la première greffe de cœur aurait eu lieu non pas le 3 décembre 1967 en Afrique du Sud, mais dans la Grèce antique. Ce qu'il y avait de fascinant, c'était aussi la description que le livre faisait du cœur. Cet organe serait en réalité un deuxième cerveau, beaucoup plus puissant d'un point de vue énergétique que le cerveau, et doué d'une mémoire. Le cœur de cette Helena, mère des mystères et prophète du météore, appartenait donc à quelqu'un d'autre et renfermait des connaissances, entre autres sur l'avenir de l'humanité. C'était vraiment gros, et à cet instant, je pense encore à ma maison que je viens d'acheter et à la retraite anticipée qui m'obsédait jour et nuit. Une prophétie cataclysmique ne faisait absolument pas partie de mes plans. Qu'est-ce que t'attends? Ce météore peut se cracher d'un moment à l'autre. Tu vas préparer tes affaires. Attends un peu, t'as pas dormi, t'es super irritable, et c'est qu'un bout de papier qui n'a... Elle se lève d'un bond et vient à mon niveau. Elle plante ses yeux verts dans les miens. Nadia peut être très têtue, et elle n'aime pas qu'on la contredise. Surtout si ce quelqu'un est un homme. Elle me sourit faussement et me prend le café des mains. Je vais prendre une douche, et on part après. Elle s'éloigne comme si le débat était clos. J'arrête la clim et ouvre la baie vitrée. J'ai besoin d'air renouvelé. Il fait un peu plus frais ce matin. Un petit vent agite même les haies et le marronnier. Je m'approche de la fosse. Le squelette gît toujours. J'ai envie de l'interroger. Vous n'avez pas honte, Madame Helena, de débarquer dans ma vie et de la foutre en l'air avec votre prophétie à la noix? Mais le squelette en impose. Surtout son crâne allongé. Nadia m'explique plus tard qu'il est dû aux informations que ce médium a reçues lors de ses canalisations spirituelles. Elle aurait reçu l'information de l'archange Raphaël, qui veut dire « Dieu guérit ».
et qui annonce la fin du monde. Alors je retire vite mes pensées vindicatives de mon esprit, et je me dis que ça ne coûte rien d'aller quelques jours au vert, à côté de ma meilleure amie et de la femme que je désire en secret. Encore que je dois dire que ma libido est totalement éteinte. C'est le pouvoir du squelette, je suppose. Si vous aussi vous avez une trop grosse libido, je vous recommande d'aller dans un ossuaire ou de visiter des catacombes. C'est une technique infaillible. Je rentre. J'essaye de faire abstraction de mon mobilier fraîchement acquis. Dieu soit loué, je n'avais pas vraiment commencé à peaufiner la déco. Sur mon lit king size, je mets 2 gros sacs noirs. J'y aurais bien mis des liasses de billets, mais j'ai dépensé l'essentiel pour acheter tout ça. Et je me dis alors que si la prophétie est vraie, ce trésor matérialiste était en passe de devenir poussière. Toutes mes années de labeur à me casser les reins allaient devenir fumée au vent. Je prends tout ce qui a de la valeur, c'est-à-dire les chemises aux motifs africains que j'adore porter, mais aussi les souvenirs, la photo encadrée de mes parents quand ils étaient jeunes mariés. Bien sûr, j'applique la technique de Marie Kondo pour sélectionner ce qui est nécessaire et laisser ce qui ne l'est pas. J'enroule soigneusement mes t-shirts et caleçons pour faire tout entrer. Et finalement, je me rends compte que je n'ai pas besoin de grand-chose. Je laisse les parfums là où ils sont. Si le monde doit s'arrêter, je ne me sens pas de sentir bon. Je pense que ça fait sens. « T'es prêt ?» me lance Nadia depuis le salon. Je la rejoins avec mes 2 sacs. « Qu'est-ce qu'on fait du squelette ?»« Rien. On le laisse là. Telle est la volonté d'Elena. Prends ta voiture et suis-moi. Faut pas traîner. Nino, debout mon gros. Allez. On part en voyage. » Il incline la tête et me regarde avec son sourire niais. Il me manque. Dehors, le soleil commence à taper. J'ai oublié la crème solaire et mes lunettes de soleil. Peu importe. Je suppose qu'un météore, même petit, ça remue la terre et ça fait de l'ombre. C'est fou comme le sentiment d'urgence vous libère de bien des choses. En fait, je me rends compte à ce moment-là que je me suis encombré de choses inutiles. Et ça fait du bien de se délester. J'ouvre la porte arrière. Nino monte à bord. Il remue la queue tout excité. « On va chez tante Nadia, ok ? Des arbres sur lesquels uriner à perte de vue. Tu vas adorer. » J'ai l'habitude de parler à Nino, et en général, je le fais de bonne humeur. Je suppose que je me sens seul dans ma vie. Ou c'est simplement que je considère Nino comme un humain dans un corps de chien. Je suis Nadia, qui accélère. Derrick ramasse la fiente de son chien. Il me jette un regard interrogateur. J'ai envie de m'arrêter pour le prévenir, mais la perspective d'une explication ésotérique à Derrick me décourage. Nadia est déjà au bout de la route. Elle prend le rond-point et sort à la première à gauche. J'appuie sur l'accélérateur. Les maisons de ce quartier résidentiel prennent une toute autre allure. Mon Dieu, que je me dis. Je suis devenu un mec chiant. Comment je peux vivre ici ? Ça devient une évidence. J'étais fait pour le centre-ville, au cœur des commodités et des animations, ou à la limite, en pleine nature. Mais pas pour cet espace bâtard et artificiel à mi-chemin entre les deux. Je suis désolé si vous vivez dans ce genre de bled, et je suis désolé si je vous vexe, mais je n'ai rien à cacher ou à perdre pour des raisons que vous allez très vite comprendre. On est donc là, au début de la N665 qui serpente dans les montagnes. Quand je vois un jet de flamme dans le rétroviseur central, suivi par un bruit sourd et inconnu jusque-là. La terre tremble et je dérape malgré moi. Nadia accélère et je presse l'accélérateur par réflexe. Soudain, un vent de terre pousse la voiture sur le côté. Mais on tient bon et on continue à rouler. Le problème, ce n'est pas le vent, qui n'a été qu'une onde éphémère, mais le ciel qui s'obscurcit. J'active mes essuie-glaces. « C'est la merde, Nino !» Si c'est bien ce que je pense, un météore vient de percuter notre maison. Et sur ces mots, je pense à Derrick. Je n'aurais jamais pensé avoir ce type à l'esprit, mais là, je suis pris d'une pitié abyssale. Le gars et tout le voisinage ont dû être pulvérisés net. Les os, les vaisseaux sanguins, la peau, tout a fusionné pour s'élever dans les airs. La cendre et la matière qui colle à mon pare-brise appartenaient peut-être à Derrick. J'imagine sa tête percuter le pare-brise pour rejoindre la tornade de terre. Je ne vois presque plus Nadia devant moi. J'allume les feux de route. C'est la merde, Nino. Je répète ça comme un mantra. C'est la merde, Nino. Ça m'aide à garder le contrôle du volant. J'ai une envie de crier. Quand j'y pense, c'était la peur qui gagnait mes tripes. J'avais envie de pousser un cri suraigu, comme aurait pu le faire un enfant apeuré.
Une branche percute ma carrosserie. Oh putain! J'accélère pour garder Nadia dans mon champ de vision. Les sapins alentour, de plus en plus denses, nous protègent du vent et de ce brouillard de poussière. Ça va aller, Nino. Ça va le faire. On roule comme ça une demi-heure. Depuis que je la connais, Nadia a toujours vécu dans cette maison isolée, héritée de son père, autrefois libraire. C'est de lui qu'elle tient le goût de la lecture et des livres. Elle les respire comme on respire une fleur. Quand elle le fait, je la trouve irrésistible. J'ai toujours ce débat interne en moi. Je me dis que si je déclame ma flamme, j'enterre notre amitié. Mais que si je ne le fais pas, je tue l'amour dans l'œuf. J'ai commencé à faire un peu d'asthme depuis qu'on se connaît. Et je suis sûr que c'est à cause de ce désir réfréné. Si vous avez des problèmes respiratoires, pensez à regarder en vous. Il se peut que vous réprimiez un désir ardent. J'aperçois un peu de bleu dans le ciel. J'allume la radio. Les ondes sont brouillées, mais je capte une chaîne. Les quelques mots que je perçois me glacent le sang. Un objet insolite, de grande taille, vient de percuter la petite ville de Robtown. J'éteins la radio. C'est donc vrai. C'est donc vrai. Tout ça a l'apparence d'un immense et grotesque cauchemar. Et à ce moment-là de l'histoire, Nino est toujours en vie. Et je ne cède pas à la panique, encore que je suis en train de faire le deuil de ma maison. Je me demande encore comment je peux me préoccuper de ma foutue maison quand tout mon voisinage vient d'y passer. Faut vraiment être englué dans son désir de prospérité, de propriété, pour être aussi con que ça. Bref, le ciel bleu reprend ses droits. La route s'élève et je regarde sur ma gauche. Les sapins en contrebas, et un gigantesque smog de poussière et de terre. Je ne vois presque plus la ville. Seules quelques maisons à flanc de collines sont visibles. Le reste est dans ce smog de l'enfer. Le sang quitte mes veines. Je sue du front, j'ai envie de pleurer. Nino couine et pose sa tête sur la coudoir. Je lui gratte le haut du crâne. Ça le détend, et moi aussi. Ça va aller, que je lui dis en boucle d'une voix blanche. Ça va aller. Enfin, nous arrivons à la bifurcation. Un chemin de terre s'enfonce dans la forêt. La Jeep de Nadia remue de droite à gauche selon le relief. Ma voiture, une citadine, prend très cher, mais peu importe. Après la maison, je peux bien perdre la voiture. C'est un peu radical comme ascèse, mais ça a un côté positif, comme je l'ai dit. On se gare devant la maison. Son jardin est presque aussi sauvage que la forêt. Ça fait bien 1 mois que je ne suis pas venu boire le thé chez elle. Je comprends pourquoi elle vit ici, seule. Cette tranquillité vaut de l'or. Savoir que ma maison est imprimée au fond d'un cratère me fait penser que cette maisonnette est maintenant chez moi. J'éteins le moteur et repose mes mains sur le volant. Nadia toque à la vitre. « Viens, je vais nous faire du thé. » Elle perçoit le désarroi dans mon regard. Comment peut-elle penser à nous faire du thé ? Je tremble un peu. Elle ouvre la porte et me donne un bisou sur la tempe tout en passant une main dans mes cheveux. « Rentre, va t'allonger. » Je la suis, hagard. J'en oublie Nino, revient sur mes pas et ouvre la porte arrière. Il saute hors de la voiture et se rue vers la porte d'entrée, la queue entre les jambes. Ses pattes tremblent. Il sent ma peur. Nadia ne laisse pas entrevoir son effroi. Elle est tellement courageuse, incroyable. Elle ouvre, me pousse gentiment à l'intérieur et referme la porte en bois. Elle pousse l'interrupteur vers le haut, mais aucune lumière n'en jaillit. Ah, c'est bien ce que je pense. L'électricité a été coupée à cause de l'impact. Je m'assois sur le bord du sofa, fébrile. Nino pose sa tête sur ma jambe. Il a les yeux imbibés de larmes. Il émet de petits gémissements et ça m'oblige à être fort. Les mots, mon Dieu, s'échappent de ma bouche. La découverte de la tombe était déjà incroyable. Mais qu'un météore vienne percuter mon quartier, c'était tout bonnement impensable. Et je me dis enfin qu'on a eu une sacrée chance d'être parti à temps. Je tourne de l'œil et je tombe dans les pommes. J'entends un bruit de voiture. Je me réveille en sursaut. Nadia est assise dans la cuisine et écoute la radio, l'air grave. Nino est près de la cheminée éteinte. Elle se lève et jette un coup d'œil par la fenêtre. Les Davis, mes voisins. Je me relaxe un peu. Je vais leur parler, restez ici. Attends, je viens avec toi. Nino, reste ici. Nino ne trouve rien à redire. Dans mon rêve, je me vois prier Dieu de me venir en aide. Alors je fais cette prière sur le seuil de la porte que Nadia déverrouille. Ô Seigneur, éclaire ma lanterne, car je suis plongé dans le noir et ne comprends pas tes desseins. Que ta volonté soit faite à travers moi et que l'amour règne sur la terre. Amen.
Cette prière, je la récite très souvent, à toute heure de la journée et de la nuit. Ma vie a pris un vrai tournant quand je m'en suis remis à Dieu. Pourquoi vouloir tout comprendre? Pourquoi tout faire par soi-même? Alors que nous sommes reliés à un univers beaucoup plus vaste et puissant. Le météore en est la preuve. Je ne voyais pas bien quel rôle le destin me réservait. Je ne voyais pas bien l'amour s'incarner et grandir autour de moi. On sort. Les voisins de Nadia sont déjà garés au loin. Frank Davis nous fait un signe de la main. « Mon Dieu, quel soulagement de vous voir ici !» lance-t-il. « Un barrage de police a été mis en place. Nous avons dû faire un détour par Govarent. » On va jusqu'à eux. « Tout va bien, nous avons évité le pire. »« Vous avez vu le météore percuter le sol ?» demande Nadine Davis avec candeur. « Nous avons vu la boule en feu tomber du ciel. Dieu soit loué, vous n'étiez pas chez vous, monsieur Wilkins. » Elle pose une main sur son cœur. Son mari la soutient par la taille. « Oui, dis-je. On a failli passer. Je suis encore sous le choc. »« Oh, c'est bien normal, dit Frank. Vous voulez peut-être entrer boire un schnapps à la cerise ?»« Ce n'est pas une mauvaise idée, dit Nadia. »« Venez, entrez. Il faut que je vous montre aussi quelque chose. » Je fronce les sourcils. Nadine le voit et m'adresse un sourire espiègle. Mais son sourire s'efface rapidement et je ne vois plus qu'une femme au teint pâle, secouée par l'émotion. Elle aussi vivait une vie banale, loin de la ville et du bruit. Frank prend un objet enveloppé dans un chiffon sur la banquette de son pick-up. Nadia me lance un regard interrogateur. On ne dit rien, mais on n'aime pas tellement ça. Nous entrons dans une maison en bois et en pierre. Des casseroles sont suspendues à la grosse poutre qui traverse le salon, salle à manger. « Asseyez-vous, dit Nadine. Je vais faire du thé et allumer un feu. » Frank ne dit rien. Il s'assoit dans son sofa et pose délicatement son chiffon enroulé sur la table basse en bois. Nadia et moi, on s'assoit en face de lui, intrigués. Nadine revient avec un plateau sur lequel étaient posées 4 tasses, une bouteille de liqueur de cerise et 3 shooters. Elle nous sert. « Bon, faut que je vous montre ce qui a percuté la route. » Il ouvre le chiffon. Une pierre noire au reflet vert apparaît. Nadia et moi, on a un mouvement de recul. « Qu'est-ce que c'est ?» que je dis par réflexe. « Ça atterrit sur la route tandis que nous revenions de Kinnissimi. On pense que c'est un fragment du météore. Je connais bien les pierres de la région. Et je peux vous assurer que je n'ai jamais vu une telle couleur depuis que je collectionne les pierres. Regardez. » Il prend la pierre à pleine main et me la tend. Nadia pose un bras sur mon torse. « Il est préférable de ne pas la toucher, dit-elle. Vous devez la remettre à la police. »« Oh, ils ont assez de débris comme ça à leur disposition. » C'est fascinant comme cette pierre est froide et légère. Bien que robuste. Après l'impact, elle aurait dû fondre et devenir magma, non? Mais regardez, elle semble avoir résisté. J'ai vraiment hâte de la passer au microscope. Nadine nous tend un schnapps et dit « Prenez donc ça, ça fouette le sang, et c'est bon pour la circulation. » On boit d'une traite et on la remercie. « J'ai pu capter à la radio, » dit Nadia. « Les autorités ont bien instauré un périmètre de sécurité de 10 km autour du cratère. Ils ont pu extirper une 30aine de corps des débris, sauf à l'épicentre, où tout a été pulvérisé. Je suppose qu'on aura bientôt les témoignages de ceux qui ont survécu. J'ai essayé de joindre la police, mais la ligne est occupée. »« Vous voulez témoigner, c'est bien ça ?» Elle me regarde comme pour avoir mon autorisation. Dan et moi, on a trouvé quelque chose dans son jardin. Un tombeau, pour être plus précise. Il y avait un squelette et des objets funéraires, dont un livre. Je n'oublierai jamais l'expression hébétée des Davis, assis en face de nous. Nadine prenait son mari par le bras. Dans ce livre, il y avait une prophétie. Elle annonçait la venue de ce météore. Nadia n'en dit pas plus. La peur qu'on pouvait lire sur leur visage la dissuade. Un météore, c'est déjà un gros morceau à avaler. Si vous y ajoutez une prophétie, ça devient carrément indigeste pour le commun des mortels. L'homme routinier n'est pas fait pour ce genre de cataclysme. À vrai dire, je me dis que nous avons bien régressé en tant qu'espèce. Ne sommes-nous pas arrivés jusqu'ici grâce à notre persévérance et notre résilience? Des dents de sabre aux périodes glaciaires,
des tsunamis aux tornades, des sécheresses à la peste, des guerres au génocide. Nous avons tout encaissé. Tout, sauf un météore. Je crois que nous allons nous reposer, dis-je pour briser la glace. La journée a été forte en émotions. Les autorités vont faire leur boulot. Plus qu'à attendre maintenant. Je prends Nadia par la main, ce qui la surprend, mais elle se laisse faire. Merci, madame et monsieur Davis. C'est bon de vous savoir sain et sauf. Merci, monsieur Wilkins, dit Nadine. Reposez-vous bien. J'avais envie de leur dire de prier le Seigneur, mais quelque chose m'en empêche. Comme une force malveillante, je la sens irradier dans la pièce. Nous sortons. Tu peux lâcher ma main? Rentrons, ça sent pas bon du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce bout de pierre, je le sens pas. Oh, tu vas pas commencer, Dan. Moi aussi, je trouve ça con qu'il l'ait ramassé, mais qu'est-ce que tu veux, c'est qu'une pierre. Justement, je sais reconnaître quand je suis simplement frileux. Et ben là, j'ai vraiment ressenti que ça allait pas. Elle pose sa main sur mon épaule et plante son regard dans le mien. Écoute, t'es en stress post-traumatique. Là, respire. Inspire. Expire. J'adore quand elle fait ça. Ça me relaxe instantanément. Écoute, tu m'as bien dit que le météore porte en lui les germes d'une nouvelle espèce invasive. Elle est comme prise d'une révélation. J'ai pas halluciné, t'as bien lu ça, c'est bien ce que t'as lu. Dans le livre. Oui, éloignons-nous d'ici. Faut que je réfléchisse, que je relise certains passages. Oui, et puis si tu pouvais me traduire en direct, ça m'arrangerait. Je t'avais dit de te mettre au grec ancien. Maintenant tu comprends l'utilité. Très drôle, pique de la Mirandole. Je l'appelais comme ça quand elle jouait la Miss Je sais tout. Je suis tout ouïe désormais. On est revenu chez elle. Entre les Davis et nous, il y avait peut-être 200 mètres, pas plus. J'avais toujours trouvé ça bien que Nadia ne soit pas complètement seule et qu'elle puisse compter sur ses voisins au cas où elle tombe malade ou qu'il y a un problème. Sauf que comme vous allez le voir, les voisins sont le problème. Et un gros. J'espère que cette histoire t'a plu. Bien sûr, il y aura une suite. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et pense à liker, partager, t'abonner, tout ça, tout ça. Des bisous.